Nous accueillons Marine Escayas aujourd'hui de la société Givaudan pour nous parler justement de la façon dont ils ont orienté leur stratégie de formation HSE vers une stratégie de formation immersive. Donc Marine, je vous laisse vous présenter, nous dire votre mission chez Givaudan, présenter aussi Givaudan, qui est le leader mondial des arômes et des ingrédients, je crois. Voilà, nous expliquer votre parcours et je vous poserai quelques questions ensuite sur ce fameux pivot que vous avez fait en fin d'année dernière pour apporter une expérience nouvelle à vos employés, une expérience plus virtuelle de formation, plus engageante, on va dire, et ce que ça leur apporte au final. Voilà, donc je vous laisse la parole. Ok, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, allez, ça marche. Donc je me présente rapidement, donc Marine Escayas, donc je suis directrice HSE d'une région au sein de Givaudan. Donc en fait Givaudan, c'est effectivement comme vous l'avez dit, le leader sur son marché. Donc leader, ça veut dire 25% de part de marché. Et quel marché? C'est effectivement tout ce qui va être goût, bien-être, parfum et beauté. Donc concrètement, ça veut dire qu'on fabrique des arômes qui peuvent être naturels ou artificiels et des parfums de la même façon qui peuvent être naturels ou artificiels. Donc en fait, moi, à la base, je viens d'une entreprise qui s'appelle Naturex. Donc en fait, Givaudan a racheté Naturex il y a maintenant 3 ans, en 2018. Et en fait, Naturex est une entreprise qui a pour origine de fabriquer des ingrédients naturels pour ces marchés-là, donc pour les marchés essentiellement de l'arôme et du parfum. Et en fait, Givaudan a souhaité racheter Naturex puisque la dimension du naturel prend de plus en plus sa place en fait chez nos consommateurs. Clairement, on a tous envie aujourd'hui de consommer plus sain, à la fois dans ce qu'on mange et dans ce qu'on va mettre sur notre peau, tout ce qu'on va utiliser au quotidien. Et donc voilà, Givaudan se développe sur ce marché-là. Donc moi, je suis directrice en fait HSE, donc hygiène, sécurité, environnement, sur la région ingrédients naturels, donc spécialisée dans cette dimension naturelle. Donc j'y suis depuis 4 ans et demi, et en fait je viens d'univers qui sont totalement différents. Donc j'ai commencé ma carrière dans le bâtiment, donc j'ai été les pieds dans la boue au quotidien, à être plutôt sur la dimension sécurité sur chantier. Et ensuite, dans des dimensions industrielles qui vont être la plasturgie, la mécanique ou encore l'aérospatiale. Et enfin, j'ai atterri chez Naturex où pour moi, voilà, les produits que l'on fabrique donnent du sens à ce que je souhaite, c'est-à-dire vraiment une dimension beaucoup plus saine et sereine de ce que nos consommateurs attendent. Voilà un petit peu. Donc Givaudan, si je vous dis deux mots sur Givaudan. Donc Givaudan, c'est quand même une grosse boîte. On est 16 000 salariés. Donc c'est une boîte qui est suisse, qui a 250 ans d'existence, qui est en fait développée dans le monde entier. Donc on est implanté dans 181 zones géographiques, dans 181 pays. On a 77 sites de production, donc on va à la fois avoir des productions d'extraction, des productions de séchage, des productions uniquement de mélange de parfums, des choses comme ça. Et voilà ce que je peux vous dire sur un petit peu la société, l'univers dans lequel j'évolue. Très bien. Donc, vous avez en fait dans la société Givaudan deux divisions, une division arôme, une division parfum, c'est ça? C'est ça. Oui, En fait, vous êtes présent dans toutes les maisons, quoi, du pot de yaourt c'est ça. jusqu'au déodorisant pour les toilettes. C'est ça. D'accord. Clairement, Donc, vous avez tous déjà touché du Givaudan dans votre quotidien. d'accord. Aujourd'hui, vous êtes donc leader mondial. Vous, dans votre rôle et votre mission, comment vous définissez vos objectifs aujourd'hui dans le groupe? Comment sont-ils définis? Les objectifs HSE, hein, j'entends.
Alors, donc déjà, nous donc mon rôle, moi, c'est de piloter donc tout ce qui va être, stratégie et performance HSE dans ma région. Donc c'est-à-dire, m'assurer que la stratégie groupe, prend toute sa place dans ma zone géographique qui va être Europe, Afrique, Moyen-Orient. Comment elle est définie? En fait, elle est définie au plus haut niveau. Clairement, nous, chez Givaudan, tout part du top, c'est-à-dire que, Mmh. sans raison d'être, une entreprise qui ne sert pas à grand chose, donc on a tous besoin d'avoir une raison d'être. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous le purpose, donc la raison d'être. Et ce purpose, en fait, permet de driver justement notre stratégie HSE au quotidien. Donc dans ce purpose, l'objectif, en fait, c'est, voilà, notre slogan, c'est de créer pour des vies heureuses et plus saines avec l'amour de la nature. Donc à travers ça, en fait, on va développer 4 piliers. Donc un pilier qui va être, porté sur la création, un pilier sur la nature, un pilier sur les gens, sur l'humain, et un pilier sur les communautés, donc tout ce qui va être communities autour de nous, tout ce qui opère autour de nous, donc à la fois nos fournisseurs, nos clients et les communautés telles que les agriculteurs, voilà, toutes les personnes qui vont travailler avec nous. Donc la dimension HSE, elle prend vraiment sa place sur le pilier nature, où on va avoir une forte dimension environnement et développement durable, et sur forcément la dimension humaine sur laquelle, la santé et la sécurité va s'appuyer de manière forte. D'accord, et quels sont les risques du métier chez Givaudan? Alors les risques du métier, ils sont multiples et globalement, comme je vous l'ai dit au début, moi je viens d'univers qui sont totalement différents et finalement, même si on est dans des univers différents, les risques restent quand même tous relativement proches. C'est-à-dire qu'on va retrouver comme risque majeur des risques tels que l'explosion, le feu, puisqu'en fait on va manipuler des solvants, on va manipuler des produits chimiques. Voilà, ça c'est notre quotidien. Après, on va retrouver toutes les typologies de risques qu'on a un petit peu dans toutes les typologies d'industrie, même du bâtiment, qui vont être, le travail en hauteur, les risques, liés à l'électricité, les espaces confinés, la manipulation de produits chimiques, tout ce qui va être lié à l'ergonomie. Donc c'est vraiment multiple, on saute du coq à l'âne en permanence, quoi. Clairement, on a tous les risques dans notre industrie. D'accord. Hem, donc aujourd'hui, vous diffusez cette culture sécurité justement au travers de cette, stratégie-là de 2021-2025, ces 4 piliers. Oui. Et vous avez une volonté quand même d'apporter une innovation sur les formations, HSE. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers de la réalité virtuelle ou des formations immersives? Ouais, alors du coup, effectivement, on a parlé dans ces 4 piliers, il y a une partie, création, dont la création veut dire l'innovation. Donc chez Givaudan, on a vraiment la volonté d'être toujours, en avance, d'avoir des outils qui soient adaptés, en avance des besoins, puisque en fait, on a besoin d'aller, avant nos demandes clients. Donc concrètement, voilà, on souhaite innover et en IHS, il n'y a pas de raison qu'on fasse différemment, que le restant de l'entreprise. Donc pour innover, on s'est orienté vers l'Immersive Factory puisqu'en fait ça a été quand même une réponse par rapport au contexte, dans lequel on a été on va dire cette dernière année et demie, dans le contexte du Covid où finalement il a quand même fallu énormément s'adapter. Donc réussir à continuer à intéresser les gens, à parler avec eux, à continuer à développer une culture sécurité, à les former. Donc ça a été un gros challenge et pour relever ce challenge, il faut savoir innover et Immersive Factory nous a permis ça. D'accord, et comment vous fonctionniez avant? Alors, comment fonctionnait avant? Concrètement, on était uniquement sur du présentiel, donc sur tout ce qui va être formation obligatoire, donc les cassettes, les habilitations électriques, et cetera, qu'on suivait, à la loupe. On faisait, une journée de sécurité, annuelle et quelquefois, on faisait ce qu'on appelait, les safety breakfast, donc les petits déjeuners sécurité qui permettaient, de manger un croissant, boire un café tout en parlant, sécurité, et environnement tous ensemble et finalement le covid ne nous permettait plus de faire tout ça.
Donc voilà, ça a été une opportunité de passer sur du virtuel pour réussir à maintenir du lien. D'accord, et est-ce que, à votre avis, c'était suffisant ou il vous manquait quand même quelque chose, hein, pour, justement, peut-être avoir un petit peu plus de répétition, de régularité, dans l'apprentissage, des risques? Parce qu'une journée sécurité, c'est une fois par an. Après Oui, les petits déjeuners, c'est aussi, ça peut pas être toutes les semaines non plus, donc non, c'est ça. Donc effectivement, les journées sécurité, c'était une fois par an, donc elles étaient appréciées, mais comme vous dites, c'est un one shot, donc c'est pas comme ça qu'on diffuse une culture sécurité. Un petit déjeuner, c'était une fois par mois, donc de la même façon, ça permet de parler de problématiques ponctuelles, mais absolument pas de diffuser de manière générale et pérenne les messages. Donc clairement non, c'était pas suffisant. Après, tout comme en soi le virtuel n'est pas suffisant non plus, je pense que les 2 doivent pouvoir cohabiter puisque le virtuel, en sécurité ne nous permet pas quand même la connexion physique qui est à mon sens nécessaire sur la dimension HSE. Mais en tous les cas, elles sont complémentent parfaitement bien avec ce qu'on peut proposer aujourd'hui pour justement allier, on va dire, l'utile à l'agréable. Clairement, passer, voilà, faire une habilitation électrique restera obligatoire et restera sur le mode qu'on faisait jusqu'à présent. Mais ça permet de donner une dimension ludique en passant par Immersive Factory, de faire voilà, des petites chasses au risque, d'être dans une position immersive et de pouvoir jouer en fait. Clairement, c'est du gaming et de rendre un petit peu les choses plus marrantes que mmh. ce que peut être la sécurité perçue au quotidien par nos salariés. D'accord, et vous parliez justement d'aller au-devant des besoins clients, donc je Oui, pense que dans vos clients, vous avez des clients très exigeants comme, absolument. Nestlé, Danone, tout ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez un petit peu parler de votre, du travail que vous menez avec vos clients justement pour Oui. innover ou valoriser votre activité et votre stratégie HSE? Ouais, donc effectivement, vous avez tout à fait mis le doigt dessus, c'est que, on est dans un univers qui est très exigeant puisque l'agroalimentaire induit, de la sécurité alimentaire très forte. Donc ça veut dire on est dans des environnements qui sont extrêmement, structurés et exigeants. La moindre erreur peut conduire à des problématiques relativement graves. Donc travailler au plus près avec nos clients est nécessaire et on le voit de plus en plus à l'heure actuelle où finalement, nos clients tels que Nestlé, Danone, Coca-Cola et cetera, viennent aujourd'hui nous challenger aussi sur nos dimensions HSE, sur ce qu'on mène comme action en matière de développement durable, sur, notre taux d'accident, sur site. On vient vraiment, regarder ça et quand ils viennent nous auditer, ils nous auditent aussi sur la partie, HSE. Donc pour aller un petit peu, au devant de tout ça, aujourd'hui on a décidé d'être en partenariat avec certains d'entre eux et je vous donne l'exemple de Coca-Cola avec qui, en fait on a monté une formation qui s'appelle HOP, donc ça s'appelle Human Organizational and Performance. Donc concrètement, c'est une formation qui est axée sur la dimension, facteur humain, un peu, on va dire une dimension un peu psychologique, comment l'humain, doit être pris en compte dans des dimensions HSE. Donc Givaudan et Coca-Cola collaborent à travers cette formation. Donc ce qui est important, c'est que comme c'est un de nos clients, ce qu'on se dit pendant cette formation est extrêmement confidentiel. Il y a un plan de partage, qui est établi entre nous, ce qui nous permet de parler librement de ce qui se passe chez nous et du coup de vraiment, croiser nos expériences pour nous enrichir au quotidien et de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Très bien, et du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir, le campus Immersive Factory? Parce que je suppose que vous avez fait votre, étude de marché tout de même. Hem, qu'est-ce que quels sont selon vous les avantages, principaux d'une plateforme, virtuelle? Vous avez parlé tout à l'heure de jeux, de gaming. Comment tout ça va se mettre en place? Parce que c'est assez récent, hein, donc là vous êtes Oui, encore en période de test. oui. Hem Comment vous envisagez les choses? Comment vous voyez les choses, en fait, hein, dans le futur? Donc nous clairement effectivement, l'objectif c'est de passer un peu, nos messages par le jeu. Donc ce que j'ai trouvé intéressant dans Immersive Factory, c'est la partie atelier. Clairement, je les trouve super bien faits.
Il y a un panel d'ateliers qui est très important. On peut s'immerger dans un magasin, dans une industrie chimique, dans du bâtiment et on peut même, en fait, s'immerger à la maison puisque vous avez un atelier qui porte sur l'univers de la maison avec la vue d'un enfant et du coup, ça permet aussi de rapporter cette sphère HSE à la maison et moi, c'est ça qui m'a beaucoup attirée parce que c'est ce qu'on veut vraiment déployer chez nous. C'est de se dire, en fait, on apprend des choses au travail, donc on a une rigueur sécurité au travail, sécurité, et santé au travail, et en fait, cette sphère, elle doit nous suivre partout. C'est-à-dire que j'ai ma petite bulle autour de moi et elle me suit même quand je rentre à la maison. Donc moi, ce que j'ai trouvé bien dans l'Immersive Factory, c'est que finalement, on a pu à la fois parler aux gens qui étaient en home office, puisqu'on a quand même une partie de notre population qui est en télétravail, et à nos agents de production. Donc il y a aussi la possibilité pour les gens qui sont en télétravail de venir faire un atelier et en fait, de le faire avec ses enfants. Et ça, j'ai trouvé ça super parce que finalement, la dimension jeu attire l'enfant, donc il va vouloir venir participer. Il y a une forme de compétition, de venir chercher un peu les risques, enfin trouver un petit peu les différents dangers qu'il y a partout. Et finalement, ça permet de se dire: «Bah, tiens, je suis en train de parler de sécurité à mon enfant, donc je l'éduque». Donc ça veut dire qu'on prépare, l'avenir pour nos enfants, on les forme à cette façon de penser et à la fois, quand je vais être au travail, je vais devoir y penser parce que j'en ai parlé à mon enfant. Donc ça veut dire que derrière, je vais me sentir un peu obligée de porter mes EPI parce que forcément mon enfant, quand j'ai fait l'exercice avec lui, et ben, il a trouvé le risque qui était, lié au non-port de pays. Donc tout ça a fait que j'ai trouvé qu'on faisait du lien entre tout, on arrivait à toucher toutes nos populations, télétravail, production et de rentrer dans toutes les sphères professionnelles et privées. D'accord. Donc quand vous parlez de compétition, de mettre les gens un petit peu en compétition comme ça, c'est pour vous, c'est important, j'imagine, de développer aussi une forme, de fierté, de réussite en interne. Est-ce que vous avez senti que pendant le covid, les gens étaient peut-être un petit peu démotivés ou, comment ça s'est passé toute cette période-là de crise sanitaire Oui, chez Givaudan? clairement, je pense que, ça s'est passé comme dans toutes les autres entreprises, je Mmh. pense. On a tous, fait face à quelque chose de, sans précédent, donc on a dû s'adapter, faire preuve d'extrêmement de résilience. Donc il y a eu des moments, à haut moral et des moments où le moral était dans les chaussettes, donc où il a fallu, mettre en place des tas et des tas d'outils pour rester connectés et s'assurer que les gens ne se sentaient pas seuls et continuer d'être motivés. Et finalement, effectivement, le jeu et la compétition permet en fait, comme vous dites, de se sentir, gagnant, d'avoir une forme de fierté d'appartenir, par exemple, je sais pas, au site qui a le plus participé ou qui a le plus haut score. Tiens, voilà, je suis sur le site d'Avignon, on a battu le site, de Milan en Italie, moi je suis fière d'appartenir au site d'Avignon. Donc c'est une compétition gentille, hein, on n'est pas là pour bouffer les collègues. Bien au contraire, c'est vraiment se dire, par le jeu, on se remotive, on sourit, on arrive à être fier de ce qu'on fait et on trouve des micro-réussites dans des micro-objectifs. Et je pense que le Covid nous a aussi ouvert à ça, c'est de se dire, on peut avoir des ambitions qui sont fortes, mais on a aussi besoin d'avoir des objectifs intermédiaires pour se dire: «Waouh, je l'ai fait, j'ai réussi» et de se satisfaire de ça. Et je pense qu'Immersive Factory permet ça. En 3 minutes, je fais un jeu, je trouve 5 erreurs et je suis content. Voilà, concrètement, OK. Donc vous avez aussi un scope, géographique, assez large. Est-ce que vous pourriez nous indiquer un peu quels sont vos challenges aujourd'hui, justement en termes de culture, de langue, de multi-sites? Est-ce que oui. vous pensez qu'un campus virtuel comme ça peut se déployer partout? Ou est-ce que, enfin, selon vous, quelles sont les contraintes principales? Alors, oui, effectivement, comme on est sur du multi-site, du multi-pays, on a forcément du coup du multilangue.
Donc moi, du coup, dans ma région, j'ai 8 langues différentes. Donc c'est forcément une contrainte puisque bon, l'anglais reste de rigueur pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas non plus, aguerri à parler anglais au quotidien, donc c'est parfois un petit peu compliqué. C'est aussi des cultures différentes quand on parle, quand nous, voilà, on a notre culture française, clairement, au Maroc, ou en Inde et cetera, on va pas du tout avoir les mêmes niveaux de culture. Donc on peut aussi avoir ces traditions et ces cultures qui peuvent être un peu différentes, donc challenging. Et également, du coup, sur le déploiement digital, on a aussi des niveaux qui sont clairement différents. Nous, aujourd'hui, on a pris l'habitude d'être devant un ordinateur, de se connecter à internet, tout ça. Mais voilà, il faut quand même se dire que, tout le monde n'a pas cette chance et finalement, une des barrières qui peut se trouver face à nous dans le déploiement de ce type d'outils, c'est qu'effectivement, tout le monde n'est pas à l'aise avec le numérique. Et je vous prends par exemple des populations, comme on a nous au Maroc. On a des populations qui sont vieillissantes, hein. On a des opérateurs qui ont autour de 55-60 ans, qui déjà ne sont pas des populations qui sont très éduquées, qui n'ont pas forcément eu accès à l'éducation comme on peut l'avoir nous. Donc du coup, c'est extrêmement challenging de les mettre devant un ordinateur et de les faire jouer sur ce type de choses. Donc on sait qu'on ne peut pas toucher tout le monde, c'est pas possible. Mais en tous les cas, voilà, on essaie, de parler au maximum à tout le monde dans toutes les langues, à tous les niveaux de culture. D'accord. Et il me semble que vous aviez créé un exercice en réalité virtuelle il y a quelque temps. Oui. J'ai une question d'une personne qui me demande si, qui vous demande si vous avez eu des refus d'opérateurs à ce type de changement, enfin de passer à la VR, la mise en place de la VR? Non, clairement, alors, des refus, non. Après on a eu des gens qui effectivement nous disent: «Moi, je suis pas à l'aise avec l'informatique», ils se sentaient pas de le faire. Nous, clairement, on n'est pas du tout dans une optique de rendre les choses obligatoires, il faut que le jeu reste le jeu. Donc du coup, voilà, moi, j'ai pas la volonté de forcer qui que ce soit, donc les gens qui n'ont pas voulu le faire ne l'ont pas fait. Mais voilà, on n'est pas sur une dimension, où il y a de la formation obligatoire, on est vraiment sur de l'interface de jeu. Après voilà, comme je vous l'ai dit, effectivement on a des gens qui sont pas à l'aise, qui n'ont non plus pas été à l'aise par rapport au Covid, à devoir, du coup se retrouver à partager un ordinateur puisqu'on a installé le hub sur un ordinateur. Donc ça veut dire, nettoyer l'ordinateur après chaque passage dans le cadre du Covid et cetera. Certains ont refusé, oui, mais voilà après, ça fait partie je pense de ce qu'on a à faire au quotidien dans la dimension HSE. Donc voilà, on essaie de toucher un maximum de population. Quand on en touche 80, je pense qu'il faut savoir en être satisfait. D'accord. OK, donc je regarde s'il y a des questions. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose, Marine, par rapport Du à coup, ce vous me projet de posiez la formation? vous me posiez la question par rapport, au fait qu'on avait déjà testé la VR effectivement en amont de l'installation du hub. Donc effectivement, en fait, dans notre journée sécurité de 2019 sur notre site d'Avignon, on avait mis en place un exercice de VR, donc là pour le coup vraiment avec les lunettes de réalité virtuelle, non pas juste face à un écran. Et les gens étaient super contents, ils ont vraiment adhéré. À chaque fois que les personnes sortaient de la salle, chacun échangeait: «Bon, tu as trouvé combien de risques?» Donc on a vu cette forme de compétition, gentille bien sûr, cette forme de compétition, attractive se faire. Et en fait, c'est ça aussi qui nous a motivés à se dire: «Bah, tiens, les gens adhèrent, c'est dans l'air du temps de faire du jeu à travers des escape games, à travers, justement de la réalité virtuelle. Donc pourquoi pas se lancer un peu plus largement?» Très bien. Alors on a lancé un petit sondage sur, LinkedIn, hier. La question c'était: «Que considérez-vous être le plus difficile dans l'organisation de formation HSE?» Donc je vais, l'envoyer aujourd'hui là à la salle, à l'audience, voilà, pour voir ce qu'ils vont nous dire. Donc dans les réponses, on avait planifier les formations, créer des contenus innovants, garder les employés engagés, mesurer les performances. Qu'est-ce que vous choisiriez comme, réponse? Qu'est-ce qui est le plus Alors difficile?
Alors, Planifier les formations, créer des contenus innovants, garder les employés engagés ou mesurer les performances? vous voulez dire la formation virtuelle ou la formation de manière générale? La formation en général. D'accord. Pour moi, c'est de maintenir les gens engagés et avec l'envie d'y participer, même quand c'est pas obligatoire. Donc D'accord. clairement, c'est avoir de la motivation et de l'engagement de la part des salariés. Donc là, je pense que j'ai dû envoyer le questionnaire. Voilà, donc là, on doit avoir les résultats. Donc on a, 83 qui nous disent créer des contenus innovants. Mmh. Bah, clairement, hein, je pense qu'on le voit aussi, à travers les accueils sécurité, par exemple. Faire un accueil sécurité, voilà, réussir à le rendre innovant et intéressant, c'est super difficile. Ouais, Parce qu'on a des nouveaux salariés qui arrivent, il y a un paquet de messages à faire passer. Il faut à la fois qu'il arrive à comprendre les règles principales, les règles à son poste de travail, à la fois intégrer, les procédures et cetera. Enfin, on submerge le salarié d'informations et du coup, nous, dans le cadre de cette intégration HSE, franchement, si le salarié en retient, 20 il est fort. Donc du coup, la partie innovation, je pense est extrêmement importante dans ce cadre-là. très bien. Donc, pas d'autres questions. Merci beaucoup Marine. C'est, de peut-être si vous avez le temps de rester un petit peu dans le hall et pour rencontrer des personnes, si toutefois il y en a qui veulent vous rencontrer, vous poser des questions. Mmh. Hem, Sinon, voilà, je vous remercie, c'était très intéressant. Heu j'espère que vous avez apprécié cette expérience de conférence, virtuelle Bah, écoutez, oui, moi je trouve que du innovante. coup le côté bah, là-dessus, le côté virtuel est vraiment vraiment intéressant et confortable, dans le sens où c'est pas toujours, facile de prendre la parole, sur une scène devant un panel de gens. Donc rien que pour ça, le virtuel est bien plus sympathique. C'est plus Donc simple, voilà, c'est vrai. c'est ça. Merci beaucoup Marine. Bah, merci Merci à à vous, tous. un plaisir.